La fermeté du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Je veux qu'en France, nous n'ayons pas de dispositif, notamment d'aide sociale plus généreuse que dans les autres pays européens. Il faut transformer l'aide médicale d'État, c'est ce qu'on appelle la ME. Sommes-nous trop généreux? Oui, sans doute. Quelques exemples. L'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière coûte un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Je rappelle que c'est des étrangers qui sont en situation irrégulière. Le nombre de bénéficiaires est aujourd'hui de 466 000 contre 180 000 il y a 20 ans. La lutte contre l'immigration irrégulière coûte près de 2 milliards d'euros par an. Le paradoxe, c'est que les étrangers en situation irrégulière, ça leur coûte 0 francs alors que vous payez. Vous payez quelque chose, quoi qu'il arrive. 0 francs ? Oui, 0 euros. D'abord, vous payez par vos impôts, parce qu'eux n'en payent pas. Et puis, vous payez, il y a toujours ce qu'on appelle un restendu. Bon, la lutte contre l'immigration irrégulière coûte près de 2 milliards d'euros par an. Coût d'une journée de rétention, c'est 600 euros. L'éloignement forcé d'un immigré clandestin, c'est 4 500 euros. Une aide au retour volontaire, vous arrivez clandestinement, vous coopérez pour repartir, vous pouvez toucher une allocation jusqu'à 2 500 euros. Je vous assure, c'est extraordinaire. La France est bonne fille, comme on disait jadis. Alors écoutez, Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, je le rappelle, était hier soir sur France 2. Je veux qu'en France, nous n'ayons pas de dispositif, notamment d'aide sociale, plus généreuse que ce que font par ailleurs les autres pays européens. L'idée, c'est que quelqu'un, notamment qui ne travaille pas, ne vienne pas en France pour toucher des allocations familiales le premier jour où il pénètre sur le territoire national. Bon, ce qu'il dit quand même me paraît une parole de bon sens. Quelqu'un qui vient, qui n'est pas en France, qui vient sur notre sol de France. David Lisnard, le maire de Cannes, y était hier sur TF1, écoutons-le. Un pays doit pouvoir maîtriser son peuplement. Et donc, on a besoin, on ne peut pas avoir d'immigration zéro, il ne faut pas et on ne peut pas. Ça n'a jamais existé. En revanche, diviser par 8. Il faut diviser par 8 l'immigration légale, parce que l'année dernière, c'était 1,5 fois la population de la Corse qui a eu un titre de séjour. Alors, nous allons être avec Philippe, et je préviens nos auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas Philippe, mais notre ami Philippe est plutôt un homme de gauche, et il nous appelle régulièrement, il est routier. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Et quand je dis que vous êtes homme de gauche, je devrais dire que vous êtes même souvent, je crois que vous avez voté pour la France Insoumise aux dernières élections législatives. Oui. Donc c'est intéressant de donner ce positionnement politique. Bon, et vous aidez beaucoup les migrants. Alors, vous les aidez dans quelles conditions et pourquoi ? Alors, j'ai beaucoup été sur le camp de réfugiés à Grande-Synthe, à côté de Dunkerque. Alors là, j'y vais un petit peu moins parce que avec le boulot, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Il y a beaucoup d'associations qui vont sur place les aider parce que en fait, il y a rien en fait au niveau étatique pour les aider. C'est vraiment que des associations qui viennent pour faire des soins, qui viennent pour distribuer des repas, qui viennent pour distribuer des fringues. Là, on va arriver dans la période hivernale, les couvertures, des tentes, etc. Enfin, voilà. Donc, faut pas croire que tous les réfugiés, tous les migrants, je sais pas comment vous les appelez. Moi, personnellement, c'est des réfugiés. Faut pas croire qu'ils sont tous là pour profiter. D'accord ? Parce que la majorité n'ont rien. Voilà, donc Monsieur Retailleau qui veut arrêter la ME, c'est bien joli, mais il va remplacer par quoi ? Parce que dedans, il y a quand même une question de santé publique. Demain, s'il y a un gamin qui se casse une jambe parce qu'il faut voir les conditions de vie sur le camp, quand même, c'est pire que des bidons. Non, mais l'idée, vous avez bien compris pourquoi il fait ça. L'idée, c'est de ne pas donner un signal qui est parfois perçu comme un appel d'air, pour que des gens viennent précisément sur le sol de France, alors qu'ils ne vont pas dans d'autres pays. Et ils viennent sur le sol de France. Vous savez très bien comme moi que, par exemple, tous les gens tous les réfugiés qui sont sur le nord de la France, en partant de Calais et en remontant jusque même voir la Normandie, eux veulent aller en Angleterre, ils ne veulent pas rester en France. Donc au lieu de passer un accord avec l'Angleterre où on leur donnerait un corridor humanitaire pour qu'ils puissent passer sans risquer de se noyer dans la Manche. Mais sauf que l'Angleterre n'a pas envie de les accueillir. Mais de toute façon, l'Angleterre ne les accueille plus, puisque maintenant, ils ont encore trouvé un autre truc où ils vont être envoyés au Rwanda ou je sais pas quoi. En fait, aujourd'hui, vous le savez bien, c'est toute la difficulté d'abord de ces sujets. Pourquoi ces sujets sont graves ? Parce que c'est des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui sont en situation précaire. Et évidemment, on ne peut pas traiter ça par-dessus la jambe, parce que ce sont des gens qui souffrent, première chose. Mais deuxième chose, vous savez aussi
que la France, aujourd'hui, n'est pas en capacité de bien accueillir tous ces gens-là. Elle ne peut pas. Mais je suis d'accord. Mais quand on parle d'étrangers, c'est quoi un étranger, Monsieur Pro? Je vais prendre un exemple. Les Ukrainiens qui arrivent en France, qui fuient la guerre. Normal. Ils fuient une guerre. Ces gens-là ont des aides. Ces gens-là, on les a logés. Mais pardonnez-moi, Philippe, mais ça, c'est réglé par ce qu'on appelle l'OFPRA. Et l'asile politique, même si il est dévoyé en France, là, il y a des procédures. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui fuit son pays pour des raisons politiques, vous savez que je sais très bien, je ne sais pas ce que je sais très bien. Tout le monde n'est pas réfugié. Vous savez très bien que les demandes d'asile politique, c'est une usine à gaz. Vous savez très bien que c'est très compliqué. Que la majorité des réfugiés qui sont sur les camps, s'ils n'ont pas d'aide d'association pour leur expliquer les démarches, pour leur expliquer vers qui il faut se tourner, etc., ils sont perdus. Mais j'entends bien, j'entends tout ce que vous dites, mais moi je pense aussi aux gens qui vivent en ce pays et qui sont soumis à une insécurité parfois par la présence de migrants qui n'ont rien à faire sur le sol de France. Mais il faut arrêter de faire l'amalgame, enfin de faire de faire le parallèle étranger égale insécurité. C'est ça qui fait pousser l'extrême droite en France. On devient un pays xénophobe. En fait, maintenant on veut plus des étrangers. Voilà, on n'est pas français. Je vous confirme qu'effectivement les Français ont le sentiment qu'aujourd'hui le pays n'est plus capable d'accepter parce qu'elle les a. Mais alors je vais vous répondre, Philippe. Je vais vous répondre parce que nous n'en avons pas les moyens, tout simplement. Nous n'en avons pas les moyens Non, il y a les médias. Ragnar Le Breton lui-même avait fait une vidéo où il expliquait qu'il avait eu un contact avec M6 pour aller faire un reportage dans son quartier populaire et où en fait au moment où il a dit c'est bizarre, ils sont où les barbus? Donc au bout d'un moment, les médias ont une grande part de responsabilité du climat. Mais c'est pas les médias qui sont responsables. Écoutez, entre les médias et les politiques. Mais monsieur Philippe, les médias ils sont responsables de rien du tout, si j'ose dire. Il y a une réalité sur le quotidien. Mais arrêtez. Philippe, on sera jamais d'accord là-dessus. Il y a une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, la France, d'accueillir dans les meilleures conditions une immigration qui est devenue massive et avec des gens qui hantent sur le territoire de France de manière irrégulière. On ne peut pas, il y a des lois qui sont écoutez, moi j'ai une solution pour M. Retailleau. J'ai une solution pour Retailleau, j'ai une solution pour Macron. On sort de l'Europe, on referme les frontières, on se vulgarise et il n'y a plus personne qui rentre. Mais c'est pas la bonne solution non plus. Et en fait, vous apercevez que toute l'Europe prend les mêmes décisions. L'Allemagne prend ses décisions, la Pologne prend ses décisions, Madame von der Leyen prend ses décisions. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut réguler l'immigration. Il ne s'agit pas d'être une immigration zéro. Tu peux avoir évidemment des jeunes étudiants qui viennent. Tu peux avoir aussi une immigration de travail. L'immigration de travail, je crois que ça représente simplement 13%. S'il y a besoin... les étudiants, on ne veut pas moins d'étudiants étrangers aussi sur notre sol. Les étudiants, c'est pas le sujet majeur. Je vous le répète, l'immigration de travail, de mémoire, je crois que c'est 13% simplement de l'immigration. Simplement le regroupement familial, il est possible que ce ne soit plus d'actualité. Et puis l'asile... et les réfugiés, pour reprendre une de vos expressions, on sait que c'est parfois dévoyé. C'est ça la difficulté, parce que vous rendez service à personne. Ces jeunes gens, vous les faites venir dans des conditions abominables. Il n'y a que des hommes, souvent. Ah non, c'est pas vrai. Le plus souvent, c'est majoritairement des hommes. Est-ce que je peux le dire comme ça ? C'est majoritairement des hommes, ce qui pose. Donc il y a des problèmes forcément, parce que les hommes, donc tout ça est compliqué. D'accord, mais est-ce que vous savez pourquoi, en majorité, ce sont des hommes? Est-ce que vous posez la question? Savez-vous pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes? Parce que il y a des gens, plutôt que de faire traverser la famille complète et de risquer de faire noyer la famille complète, il y en a qui vont en Angleterre, enfin les hommes vont en Angleterre, pour après faire venir la famille en sécurité. Sans devoir non plus, en fait, c'est pas une bonne voilà. solution. Ce qu'il faut, c'est aider tous ces jeunes gens. C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes. C'est pour ça qu'il y a plus d'hommes. Mais Philippe, je vous dis aujourd'hui, vous êtes contraint de trouver des solutions qui soient les meilleures pour tous.
D'abord, parce que ce que vous proposez à ces migrants, franchement, ce n'est pas la meilleure solution. Vous les mettez dans des conditions de précarité, de pauvreté abominable. Alors, écoutez, je vais vous dire un truc. Ceux qui mettent les réfugiés dans des situations de précarité, de danger, et qui les laissent vivre dans des conditions où même votre chien, vous le laisseriez pas vivre comme ça, c'est bien l'État. Pourquoi quand les réfugiés arrivent en Angleterre, ils sont pris en charge? Même s'ils viennent d'arriver, ils débarquent, ils sont pris en charge. Ils sont mis à l'hôtel. D'accord ? Et ils sont aidés dans leur démarche pour faire leurs papiers. D'accord ? En France, ces gens-là arrivent, ils vivent dans des camps. Des enfants, des nouveau-nés, des enfants de 2-3 ans. Encore là, j'ai lancé sur Facebook une collecte de jouets de Noël parce que tous les ans, je vais faire le Père Noël pour les enfants sur le camp. Des enfants de 2 ans qui vivent dans des... Philippe, d'abord, votre engagement vous honore. Votre engagement vous honore parce qu'à titre personnel, l'humanité dont vous faites preuve, ça vous honore. Et puis, la tendresse que vous avez pour les plus faibles, il faut la saluer. Je dis attention parce que parfois le mieux est l'ennemi du bien, comme on peut le dire. Donc, ce n'est pas toujours rendre service. Alors, paradoxal ce que je dis, parce qu'évidemment, la tendresse que vous manifestez auprès d'eux, sur le moment, elle leur fait sans doute chaud au cœur. Mais je pense que ce n'est pas à long terme le meilleur système. Mais en revanche, je vous remercie d'avoir été à l'antenne et d'avoir pu échanger, puisque vous nous appelez régulièrement. Et l'homme que vous êtes, je ne peux que saluer, je le répète, son humanité, sa tendresse et son courage. Il est 12h15. Est-ce que nous allons changer de sujet, monsieur Tessier, après cette pause? Parce que nous allons commencer à alléger, comme on dit, l'émission avec Halloween. Et une originalité, vous allez peut-être déguster une pizza au Migale. L'initiative d'un restaurateur dans le département du Finistère. Oui, alors Halloween, c'est quand? C'est ce soir? Oui, ce soir, exactement. Donc ce soir, les enfants... On se déguise et... Ou même cet après-midi. Trick or treat. Bon, devant déjà, les portes. C'est pour ça que vous êtes habillés comme ça. Non. Alors déjà, c'est pas la première fois que je mets ce gilet, monsieur Pro. Géraldine. Vous distribuez des bonbons, vous en distribuez un petit peu? Non, je distribue pas, mais je suis pas un enfant. Et qu'est-ce qu'on dit alors? Vous savez qu'Halloween, quand j'étais, alors là, ça va vous faire rire, mais Halloween, quand j'étais enfant, c'était pas du tout une fête française. Je pense qu'Halloween, on a commencé peut-être à en parler au milieu des années 80 ou 90. Fin 90, vers 96, 97. Ouais. Celte à la base. C'est comme la Saint-Valentin, c'est deux fêtes qui n'existaient pas dans les années 70. La Saint-Valentin non plus? Je crois pas que non, mon vous étiez père célibataire. Mais ça existait. Quand j'étais enfant, je crois que le 14 février, mon père invitait ma mère à aller au restaurant. Je crois pas que ça. En tout cas, c'était pas fêté. Faut pas être dupe. Il y a un c'est peu, commercial. Voilà, il y a un petit peu de. On n'attend pas la Saint-Valentin pour aimer. Voyons, écoutez-vous, vous êtes grincheux. Il y a le petit sou derrière. Mais oui, c'est mercantile. Le petit sou. Vous êtes complotiste de la Saint-Valentin. Pas du tout. Halloween n'est pas une fête française. J'ai le droit de dire ça. C'est écossais. Non, vous aimez bien la célébrer, la Saint-Valentin? Mais moi, je trouve ça très sympa. Mais j'ai aucun souci. Je trouve ça très bien. Moi, alors, on se déguise. Donc, la soirée d'Halloween. Les enfants vont frappent à la porte et vont. C'est ça. Vous découvrez Halloween? Un bonbon ou un sort? Oui, tout à fait. Moi, j'étais pas un enfant au moment où Halloween était vivant. Vous n'en distribuez pas non plus? Vous n'en donnez pas aux enfants qui toquent à votre porte dorée? Non. Tu veux un bonbon? Quel âge tu as? Je donne des bonbons. Si je commence à donner des bonbons aujourd'hui à 60 ans, je vais terminer en garde à vue. Moi, je le dis. Bah oui. Si je commence... quel âge tu as? Viens voir. Est-ce que tu veux un bonbon? Je peux vous dire que ça va. Dit comme ça, oui, forcément. Pour moi. Je vous le dis comme je le pense à 10h17. Bon, c'est des pubs. Demain, c'est quoi? Oui, c'est la fête des... C'est la fête des saints, demain. Oui. C'est la Toussaint. Oui, tout à fait. Et c'est pas la fête des morts. J'allais faire l'erreur, vous voyez. Oui, la fête des morts, c'est quand? Alors, allez-y. C'est le 2. Ah, c'est le 2, d'accord. Alors, simplement, tout le monde demain sera sur les tombes, souvent, et vous honorerez la mémoire de ceux qui sont partis. Même si moi, je n'aime pas l'expression « sont partis », je dis « il est mort ». Mais là aussi, je suis d'accord avec vous. Il est parti. Ne nous quitte pas. C'est des mots, vous savez. Là aussi, je vais vous faire
On ne disait pas il est parti dans les années 70. On ne disait pas un non-voyant, on disait un aveugle et on disait il est mort. Les mots étaient différents. Les mots avaient une réalité de ce point de vue-là. Un peu brut, plus brut que maintenant. Ouais. Plus brut. C'est pas forcément facile à dire, mais c'est plus brut. J'ai eu du mal. Comme le cidre. Plus brut. Le cidre qu'elle a d'ailleurs dans sa besace. Toujours. Comment va Colette d'ailleurs? Colette vous embrasse. Vous avez beaucoup manqué à Colette. Voilà. Ne dites pas mais ça. elle vous Colette. embrasse. Et elle est en train de faire le petit repas là. Peut-être, oui. Bon, elle est où Colette? Elle est en Bretagne avec Non, elle est dans le 94, à côté de chez moi. Voilà. Vous n'avez pas l'air sûr. 94, Si. c'est le chiffre d'aujourd'hui, puisque 94, c'est mon année d'entrée. Ah bah oui, c'est voilà. l'année d'entrée de Fabrice David. Et le papa, comment il va le papa? Ça va mieux. Ah, parce qu'il a il a eu des petits soucis en début de semaine. Oui, mais ça va mieux. Bon, écoutez, donc ça, en même temps avec ce qu'il mange, je comprends. Ça peut Ce jour à l'hôpital, régulièrement. ça lui fait du bien. De temps en temps. Il mange Oui, enfin parce des que bonnes choses. Pour ceux qui nous écoutent la première fois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent la première fois, les parents de notre amie Géraldine, Colette est réputée pour une alimentation assez riche, Assez saine. disons-le. Puisque c'est entrée, plat, dessert, mais c'est 2 fois par repas. À la fin du dessert, on repart sur l'entrée. Et 12h19, à tout de suite.